Merci aux braves qui restent jusqu'à la dernière table ronde du week-end. C'est toujours très courageux, n'est-ce pas? Nous allons aborder, démaquiller la langue française. Tiens, voilà, je vais continuer, je vais filer la métaphore, avec trois écrivaines qui écrivent toutes les trois en français, et qui sont toutes les trois québécoises et qui ont des rapports différents à la langue. Chacune d'entre elles a un rapport différent à la langue et une position géographique et politique différente à la langue. Alors, je les présente rapidement et puis elles vont ensuite expliquer leur situation personnelle par rapport à la langue française. À ma gauche, donc Lise Gauvin, écrivaine et musicienne, professeure émérite de l'Université de Montréal, qui a été longtemps critique littéraire au quotidien Le Devoir et qui a publié plus de 20 livres, donc je ne vais pas vous donner tous les titres, je vais juste citer les derniers. Entretien avec Marie-Claire Blais, sorti en 2020, préface à la réédition d'une saison dans la vie d'Emmanuel, et un ouvrage qui paraît là, qui est paru à l'automne 2021, qui vient de paraître, Et toi, comment vas-tu?, qui est son premier roman. Lise est membre de l'Académie des lettres du Québec et membre du Parlement des écrivaines francophones, dont on va vous parler. Au milieu, si je puis dire, s'il y a un milieu de quatre, Laurie Saint-Martin, que vous avez déjà entendu, née à Kitchener. On dit Kitchener, c'est comme ça? Oui, on peut le dire comme ça. Comment on dit? On peut le dire, en anglais, on dit Kitchener. Oui, mais bon, mais c'est la même chose. Vrai. Et ça s'est appelé Berlin avant, autrefois. Voilà, j'allais dire. Née à Berlin-Kitchener, dans la province d'Ontario, donc une province anglophone du Canada, une grande ville ouvrière de cette province anglophone. Écrivaine, traductrice, interprète. Vous avez traduit des dizaines de livres, j'ai vu. 120 environ. Voilà, donc plusieurs dizaines de livres universitaires, et grande voyageuse et professeure en études littéraires à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Le dernier ouvrage paru, alors malheureusement, voilà, parce que moi j'ai imprimé le PDF, mais le dernier est un roman, Pour qui je me prends. Je vous laisse ensuite la parole. Et enfin, au bout, Madeleine Monette, qui est écrivaine originaire de Montréal, qui vit à New York, qui a publié 5 romans, dont le dernier, Skate Park, vient d'être réédité. Donc ça, c'est l'édition récente. Et un recueil de poèmes, La mer au feu, qui est une édition bilingue, avec un roman à paraître en 2022. L'Amérique est aussi un roman québécois. Ce sera un recueil d'essais. Pardon, un recueil d'essais. Vue de l'intérieur, c'est le sous-titre, à paraître en 2022. Alors, je vais vous poser la question à chacune. D'abord, quel est votre rapport à la langue française? On va commencer par Lise. Pardon. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Vous m'entendez? Alors, la langue française, pour moi, comme québécoise, c'est ma langue maternelle. C'est ma langue d'amour, ma langue d'amitié, ma langue d'écriture. Et quel que soit le rapport que je peux avoir avec d'autres langues, elles n'atteignent que la partie cérébrale de mon être et laissant le cœur intact. Alors, c'est ma langue, ma langue d'écriture. Et comme langue d'écriture, justement, cela suppose que, comme faisant partie de la littérature québécoise, je fais partie de cet ensemble un peu flou qu'on appelle la francophonie, ou les littératures francophones. Et ce sont des littératures qui, parfois, qu'on a du mal à nommer, qu'on appelle littérature périphérique, mineure, petite littérature, etc. Mais je pense que particulièrement en Amérique, ces littératures francophones font partie de l'exception culturelle américaine,
parce qu'il n'y a que 2%, nous sommes 2% de parlants français en Amérique du Nord. Donc, je pense que cette langue française qui est la nôtre est toujours en relation concurrentielle, parfois conflictuelle, avec d'autres langues et particulièrement l'anglais. Donc, les écrivains qui écrivent en français en Amérique écrivent toujours à la croisée des langues. Et comme d'autres écrivains francophones, en fait, on écrit toujours à la croisée des langues, et ce qui entraîne chez nous, chez chacun de nos écrivains, une sensibilité particulière à la problématique langagière, une sensibilité que moi j'ai pris l'habitude d'appeler une surconscience linguistique, c'est-à-dire chacun doit trouver sa propre langue d'écriture dans un contexte multilingue, dans un contexte où il y a plusieurs langues en présence. Alors, vous avez étudié dans la fabrique des langues ce processus d'appropriation ou d'utilisation de sa langue maternelle. Oui. C'est quand même l'objet d'une grosse étude. Vous montrez notamment au Québec, à partir des années 60, la question de l'écriture devient un problème. C'est pas un problème, c'est-à-dire que il fallait, en fait, dans la fabrique de la langue, j'ai étudié l'ensemble des relations des écrivains depuis François Rabelais à Régent Ducharme, qui est un auteur québécois, par rapport à la langue, quel est le discours qu'ils ont tenu sur la langue française et comment les écrivains ont réussi à fixer la langue française en utilisant justement la langue commune. Et au Québec, cette situation, c'est compliqué du fait que la langue française au Québec a été, surtout dans les années 60, menacée dans le sens que les francophones étaient considérés davantage minoritaires. Donc, il a fallu réagir et faire en sorte que cette langue devienne véritablement une langue importante, une langue d'État, ce qui a fait que des gens comme Gaston Miron disaient « Moi, je m'invente tel un naufragé dans toute l'étendue de la langue ». Alors, il y a toujours chez les écrivains québécois la présence de l'idée d'une langue menacée, d'une langue qui peut être, qui pourrait éventuellement être menacée, et aussi en même temps la nécessité de l'invention, ce qui est un avantage. Alors, une sorte de situation dans l'inconfort, d'inconfort dans la langue, qui est aussi un privilège. Parce qu'il faut inventer sa propre langue d'écriture et l'inventer en choisissant en même temps les vocables québécois, les mots québécois. Il faut maganer la langue, il faut se l'approprier à sa façon, avec tous les niveaux de langue. J'ai noté dans la fabrique de la langue cette citation que vous faites de Gaston Miron. Je dis qu'il faut malmener la langue. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Je dis qu'il faut trouver le dire de soi à l'autre avec notre manière à nous, qui est la manière québécoise. C'est ça. Ce qui résume parfaitement ce que exactement. Vous venez de dire. Et en même temps, il faut éviter... C'est-à-dire que tout écrivain francophone sait qu'il s'adresse à un double public, son public immédiat et son public éloigné de tous ceux qui parlent français. Et alors, il faut quand même rendre compte de la langue de sa collectivité. Donc, il faut ne pas hésiter à utiliser des vocables québécois, des expressions québécoises, mais sans tomber dans une forme de folklore ou d'exotisme. Donc, il faut vraiment créer sa langue d'écriture. Et ça, on le sait depuis Proust et Sartre, qu'il faut toujours écrire dans une langue étrangère. Mais cette nouvelle langue que l'écrivain invente doit tenir compte des niveaux de langue de la collectivité. Et Miron parle de malmener la langue. On pourrait dire aussi qu'il faut maganer la langue. C'est une expression québécoise. Maganer. M-A-G-H-A-N-E. Et Miron lui-même a écrit un recueil avec un beau vocable québécois qui s'appelle L'homme rapaillé. Donc, il faut rapailler, il faut ramasser les expressions québécoises, les utiliser et faire en sorte que, quand même, on reste lisible pour l'ensemble des parlants français.
français. Et c'est ça, on doit travailler avec cette situation et cet inconfort dans la langue qui est aussi un avantage parce que il y a disons, ce que j'appelle la surconscience linguistique oblige l'écrivain à trouver sa langue dans un contexte multilingue. Et c'est pour ça que je dis que les littératures francophones d'Amérique, la littérature québécoise particulièrement, est une littérature de l'intranquillité. Parce que on va y revenir c'est tout à l'heure. pas, rien n'est acquis de façon définitive. On va y revenir. Laurie Saint-Martin, choix délibéré. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous venez de l'Ontario anglophone et vous faites assez tôt dans l'enfance le choix de devenir francophone. Expliquez-nous comment et pourquoi. Voilà, alors il était une fois une petite fille qui n'était pas à sa place, là où elle était, là où ses parents étaient nés, là où ses grands-parents étaient nés, là où plusieurs générations de sa famille étaient nées et avaient toujours vécu. Elle n'était pas bien à cet endroit-là, alors que sa petite sœur était très bien, que ses cousines étaient bien, que personne dans la famille ne semblait s'être jamais posé la question, sauf elle. Et au fond, au début, quand j'ai voulu travailler sur ce livre, qui est un projet d'écriture que j'avais depuis très longtemps, mais peut-être qu'on y reviendra, on écrit les livres quand on est prêt à les écrire, et j'ai passé beaucoup de temps avant de pouvoir me préparer ou que la vie me prépare à l'écrire. Mais en tout cas, cette petite fille, voilà, elle avait comme un trou en elle, je dirais, comme un manque, où je parle parfois d'un sentiment d'exil. Et une des raisons que j'avais d'écrire le livre, c'était d'essayer de trouver d'où ce trou, où ce besoin, où ce manque était venu, et je ne l'ai jamais trouvé. Donc ça reste un mystère entier, peut-être pour une autre vie, peut-être pour un autre livre. Mais en tout cas, cette petite fille, elle voulait autre chose, elle voulait aller ailleurs. Très tôt, vers 9-10 ans, qui je pense est l'âge bien avant l'adolescence où beaucoup d'enfants sentent déjà des choses de leur future vie. En tout cas, c'était mon cas. On n'a pas encore les mots pour les exprimer, on sait qu'on veut autre chose, mais on ne sait pas quelle est cette chose parce qu'on ne connaît pas encore le monde, on ne connaît pas les moyens d'aller ailleurs parce qu'on ne connaît pas le monde, on ne sait pas comment faire ces choses, mais je sentais ce besoin d'aller ailleurs, le désir d'être ailleurs. Toutes mes amies, quand j'étais à la petite école, venaient d'ailleurs, je rêvais d'ailleurs, j'étais une grande petite lectrice, et puis je voulais être ailleurs, mais je ne savais pas où, je ne savais pas quoi, mais assez rapidement, j'avais pensé à Paris où j'ai fini par aller beaucoup, mais pas par m'établir. Mais entre-temps, en tout cas, j'ai cherché quelque chose. Et un jour à l'école, au Canada, quand on a à peu près cet âge-là, on a ses premiers cours de l'autre langue officielle, l'anglais pour les francophones, le français pour les anglophones. Alors là, on a eu une femme qui était arrivée, qu'on n'avait jamais vue, évidemment. C'était une Irlandaise. C'est très ironique, mais c'était comme ça. Elle s'appelait Mrs. Murray et elle était très souriante, très drôle, très belle avec des grands cheveux noirs frisés. Elle avait l'air très heureuse d'être là et je me suis souvent demandé depuis ce qui était arrivé si elle avait été grincheuse et si elle avait détesté son travail, ma vie aurait été très différente et ça m'a fait comprendre le pouvoir des enseignants, pour le bien et pour le mal, pour le meilleur et pour le pire. Et en tout cas, elle a dit les premiers mots de français que j'ai entendu prononcer dans toute ma vie. Et j'ai compris en entendant ces mots qui étaient très banals. Elle avait un grand panneau avec un dessin très, très primitif d'une petite famille très coloriée. Je ne sais pas si vous avez vu les jouets Playmobil avec les petits personnages. Ils avaient l'air un peu de ça. Et elle les a montrés. Elle a dit ces mots immortels. Donc, voici la famille Leduc. Voici Monsieur le Duc et Madame le Duc, voici Jacques, Suzette, Henri et Marie-Claire, et Pitou. Pitou est le chien d'Henri.
Et ça, c'était mes premiers mots de français. Et je suis tombée complètement amoureuse de la langue française. Et au fond, je pense que ça aurait pu être autre chose. Mais je n'étais pas douée pour grand-chose. Je n'étais pas bonne en sciences, je n'étais pas en mathématiques, je n'étais pas douée avec mes mains, je n'étais pas... voilà. Et j'ai appris que j'avais un talent pour les langues. Et voilà, et donc ça a été ma vie. Mais à partir de là, je me suis dit, une langue, c'est un début, c'est un recommencement, c'est une autre vie, c'est un autre avenir. Et j'ai vu ça comme une grande porte qui s'ouvrait pour moi. Et derrière la porte, il y avait, pas encore un jardin peut-être, mais une route, une autoroute, un chemin qui allait me conduire ailleurs. Et j'ai franchi la porte. Et je suis partie très loin, pas tout de suite parce qu'il y a la vie, j'étais trop petite pour partir encore, mais ça a été ça. Donc ça a été la première fois que j'ai compris que j'allais me réinventer grâce à la langue et plein d'autres choses. Vous avez ce mot superbe, vous dites que vous êtes devenue translingue. Moi, je ne l'ai pas inventé, ça c'est un mot qu'on utilise. Bon, et moi j'ai envie d'ajouter que c'est un peu la tarte à la crème en ce moment, c'est une notion qui devient très à la mode, mais vous êtes aussi devenu un transfuge de classe en devenant translingue. C'était le moyen d'un ailleurs et d'un meilleur, n'est-ce pas ? D'un ailleurs, d'un meilleur, c'est ça. Moi, je viens d'une famille ouvrière. On n'était pas vraiment pauvres, mais mes parents avaient comme une crainte de manquer. Ils étaient nés durant la Grande Dépression. Alors, ils gardaient les petits bouts de ficelle, ils repliaient les sacs et ils recyclaient et réutilisaient avant le temps. Ils étaient très écologiques, en fait. Mais à l'époque, je rêvais de grands gestes, de jeter des choses, d'avoir autre chose, je ne sais pas. Et je trouvais ça un peu triste. Mais bon, enfin bref, il n'y avait pas beaucoup de livres chez nous. Il n'y avait pas beaucoup de culture chez nous. Mes parents, personne ne voyageait dans ma famille. Personne n'avait de passeport, etc. Et voilà, et ça faisait certainement partie de cette invention. Mes parents n'avaient pas fait d'études. Ma mère regrettait beaucoup de ne pas avoir fait d'études. Et je pense que pour beaucoup de femmes, peut-être quelques hommes aussi, les ambitions non vécues de notre mère sont déterminantes pour les choses que nous, on fera par la suite. Et parfois, on va faire les choses qu'elle n'a pas faites, peut-être différemment. On voudra ne pas faire les choses qu'elle a faites. Il y a un rejet, mais aussi parfois une sorte de secrète vengeance ou émulation. Non pas nécessairement de ce que notre mère a fait, mais de ce qu'elle a rêvé de faire. Et donc, j'ai eu l'impression malgré tout que changer de classe, effectivement, de milieu, en étudiant, n'était pas exclusivement une trahison, mais était aussi une façon de renouer avec... c'est ça, avec les choses que ma mère aurait voulu faire et la femme peut-être qu'elle aurait voulu être. Mais à cette époque-là, j'étais dans le rejet très dur. J'étais très dure, j'étais très méchante. Alors on verra tout à l'heure comment vous avez pu... J'ai noté ce matin cette merveilleuse expression de Joséphine Bacon. Elle dit on essaie d'être un seul dans deux langues. Oui, donc, beau. On va le voir notamment avec vous deux, comment vous arrivez à être une seule dans deux langues. Madeleine, situation aussi à cheval, je vais dire, sur deux langues. Oui, en fait, moi, j'écris dans ma langue maternelle à l'étranger. Alors, j'ai quitté Montréal pour vivre à New York et ça a transformé ma vie concrète, c'est bien sûr, mais ça a été un décentrement très, très fécond. Je vis aux États-Unis depuis 1979 et c'est ce déménagement à New York a aussi marqué le début de ma vie d'écriture. Alors, j'avais déjà commencé mon premier roman, Le Double Suspect, à Montréal. Mais entre-temps, j'ai fait un premier voyage en Europe qui m'a amenée jusqu'à la Grèce. J'étais toute seule, je voyageais seule, et j'ai rencontré un Américain d'ascendance italo-arménienne
et je suis toujours avec lui. Et c'est lui qui m'a fait quitter Montréal. Donc, je ne me suis pas exilée, j'ai pas quitté Montréal par esprit d'aventure, mais c'était pour des raisons très Par amour. personnelles et par amour, par grand amour. Et donc, je me retrouve à New York. Après avoir pris un congé sans solde de 6 mois, j'enseignais la littérature dans le cégep, c'est préuniversitaire, niveau préuniversitaire. Alors, j'ai pris un congé sans solde de 6 mois, j'ai sous-loué mon appartement pendant 6 mois, et en me disant, je vais continuer à écrire mon roman. Au bout de 6 mois, j'ai renouvelé mon congé sans solde, j'ai renouvelé la sous-location de mon appartement et éventuellement, je ne suis jamais retournée à Montréal. Mais je m'étais vraiment lancée dans l'écriture, je pouvais le faire à temps plein. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que tout en écrivant au plus près de la langue anglaise, dans un quotidien qui était complètement anglophone. C'est ce que j'allais dire, parce que la langue domestique, la langue conjugale, c'est l'anglais. Oui, c'est l'anglais. Et c'est toujours l'anglais parce que il y a des gens qui m'ont fait sourire aujourd'hui là pendant les tables rondes parce que moi, je vis avec un homme qui ne parle toujours pas français. Je l'excuse à maintes et maintes reprises en disant que c'est un visuel, c'est un homme qui est un architecte, et donc moi je suis la verbale du couple et lui le visuel. Alors donc j'écris en français dans un quotidien où je suis au plus près de la langue anglaise constamment, mais j'ai aussi bien que New York ne soit pas les Amériques, bien que New York ne soit pas surtout les États-Unis, j'ai consenti à mon américanité. J'ai commencé à me repenser. Je me suis toujours vue comme une nord-américaine. Mon premier voyage, si je compare mon premier voyage en Europe, où j'avais d'abord atterri à Paris, et mon premier voyage à New York, je me suis sentie tout de suite chez moi, à 25-26 ans, à New York, alors que en France, bien que je sois francophone, bien que tout le monde parlait ma langue, je me sentais d'une certaine façon étrangère. On n'a pas le même sens de l'espace, on n'a pas le même sens de la hiérarchie, on n'a pas le même sens des rapports avec les autres. Je sentais toutes ces différences alors que quand j'ai déménagé à New York, j'étais un peu chez moi. Ça parlait anglais, mais bon, j'avais un peu l'habitude avec Montréal, qui était une ville quand même bilingue. Mon anglais n'était pas excellent à ce moment-là. Mais ce que j'ai fait aussi, au fur et à mesure des années, enfin des mois, des années, j'ai eu l'impression que je vivais de façon exacerbée, peut-être, l'anxiété du francophone en Amérique du Nord. Moi, je le vivais dans ma vie de tous les jours, dans ma vie personnelle. Et je me suis rendu compte aussi que en m'installant à New York comme ça, je m'étais fragilisée encore davantage. On se fragilise en écrivant, on s'expose, on se met en danger, on va dans des lieux où on n'irait pas si on n'écrivait pas. Mais je me rendais compte qu'en vivant comme ça, décentré, déplacé, si vous voulez, que je me fragilisais, mais que c'était une condition qui était très favorable à l'écriture, très favorable au travail de l'artiste. Et donc, j'ai continué d'écrire en français depuis le tout début. Mais parfois, il y a des ouvrages, comme celui qu'on a mentionné tout à l'heure, que j'écris en français, mais en le désirant aussi en anglais. Le petit recueil là, que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'intitule « La mer, au feu », c'est un deuxième recueil de poésie pour moi,
qui a d'abord été conçu comme un livre d'artistes avec une artiste française, une Parisienne, Véronique de Guittard. Donc, c'est un livre d'artistes avec des gravures originales. Et donc, il y a des illustrations aussi dans ce petit livre. Mais il porte sur un événement qui a eu lieu aux États-Unis, à quelques 45 minutes de Manhattan, au bord de la mer, au moment où l'ouragan Sandy a frappé la côte est des États-Unis et a provoqué un immense incendie dans une petite communauté très modeste de bord de mer. Et donc, inondation à marée haute qui crée un incendie à cause de problèmes électriques, et les pompiers ne peuvent pas aller éteindre l'incendie parce qu'ils ont de l'eau jusque-là, mais parce que c'était un événement qui avait eu lieu aux États-Unis, puisque l'écriture venait de cet événement qui était localisé. J'ai eu tout de suite envie de le voir aussi exister, le texte, en anglais, et j'ai fait appel à une poète de Montréal, Luana Vasili-Chiaouai, qui l'a traduit. Et le livre est paru d'abord sous forme de livre d'artiste, avec l'anglais et le français face à face, en vis-à-vis en fait. Et le norrois l'a repris en version courante. Je vous interromps, Madeleine, pour lire un extrait de votre roman Skatepark qui montre bien comment vous êtes sensible à la musique des langues et aux interférences des musiques des langues. Donc l'héroïne, je ne vais pas vous raconter le roman, mais c'est un très très bon roman. L'héroïne Ariel. Alors oui, c'est la nouvelle édition. Moi j'ai l'ancienne édition. L'édition parisienne. Bon, excusez-moi. L'héroïne Ariel, tombe en affection pour un jeune qui oublie son sac dans le métro et toute l'histoire ensuite, c'est l'histoire de retrouver ce jeune garçon, etc. Mais moi, je m'attarde sur, au début, la peinture d'Ariel, enfin, le portrait d'Ariel. Son compagnon commente, son compagnon Patrick dit « Au lieu de chercher de la musique, elle choisit l'une de ses stations de radio favorites où s'enchaînent à longueur de journée des émissions en langue étrangère. Elle tombe sur les actualités en portugais, lues par une femme dont elle aime les consonnes lentes et appliquées et la voix granuleuse. Patrick trouvait bizarre qu'elle se balade ainsi, la tête remplie de bruit, qu'elle se lève chaque matin au son de reportages obscurs, qu'elle prépare les repas en suivant des discours impénétrables sur l'état du monde, publicité et météo comprises. Mais ce qui l'a séduit, c'est justement la mélodie opaque, le faux mystère d'un charabia programmé où surgissent des trous de lumière. Ici, un nom de personnalité ou de lieu. Là, un titre de film qu'elle reconnaît. Au-delà de ces balises, elle s'attarde au rythme des montées et des descentes, à la qualité des consonnes et des voyelles, mais surtout au travail particulier de la bouche. Même en public, elle s'oublie parfois jusqu'à imiter en sourdine différentes prononciations, et cette gymnastique doit la faire paraître pour un peu cinglée. Il faut dire aussi qu'elle est chanteuse, et c'est pour ça que les sons dans la bouche, pour elle, c'est très important. Alors, on y reviendra, mais c'est vrai que la musique, le chant ont beaucoup d'importance aussi dans le roman. J'ai peur de tout casser à nouveau. Je vais essayer d'être raisonnable. Non, parce que je ne peux plus lire sinon. Lise, je reviens vers vous. Je vous ai coupé la parole tout à l'heure quand vous avez commencé à parler de l'intranquillité. Donc, on est dans une minorité au Québec. Les francophones sont une minorité. Est-ce que je peux, avant d'aborder l'intranquillité, dire que moi aussi, je me suis prise pour une autre? Puisqu'on parle de transgression ou de double appartenance, mais même moi, comme québécoise, qu'on dit de souche, puisque depuis longtemps, un des premiers livres que j'ai écrit, c'est une réécriture des lettres persanes de Montesquieu. Alors, c'est ce que j'ai appelé un essai-fiction. C'est une présentation, ce sont des lettres écrites par une étudiante venue de Perse et qui décrit le Québec tel qu'elle le voit.
Et donc, c'est une réécriture des lettres persanes d'un point de vue féminin. Et l'étudiante en question s'appelle Roxane. Et j'ai repris le prénom de l'héroïne de Montesquieu qui n'écrit qu'une seule lettre ou très peu de lettres, ou qui écrit une dernière lettre pour dire « Je me suis empoisonnée, je meurs ». Alors moi, quand j'ai écrit cette lettre, ce livre-là, je voulais justement montrer que les femmes avaient la parole au Québec et c'était une femme qui venait d'ailleurs pour décrire la situation du Québec à ce moment-là sous le titre « Lettre d'une autre ». Donc, je me suis prise pour une autre. Alors, voilà. Avant d'aborder ce sujet de l'intranquillité, on va rester un petit peu dans l'affection des premiers apprentissages. Et les monsieur et madame le duc de Laurie-Saint-Martin, c'est Léo et Léa pour Lise Gauvin. C'est tiré du dernier roman « Et toi, comment vas-tu » Voilà, votre mère, donc c'est elle qui parle, votre mère, institutrice de formation, est chargée de vous enseigner comment regrouper les lettres de façon à en faire des mots. P-O-L-O, B-A-N-A-N-E, L-O-C-O-M-O-T-I-V-E. Elle vous explique que le E final est toujours muet. C'est bien pratique, car vous n'avez pas à vous en occuper. Vous vous êtes prise d'affection pour ce E inoffensif et discret. Entre O, O, A-U et E-A-U, vous avez décidé que vos préférences iraient au son O, accompagné d'un E dit muet. Et vous vous êtes mis à rêver de cadeaux, tous plus beaux les uns que les autres. Parfois, les mots se mettent en mouvement et forment des phrases. Léo a lu, Léa a bu, Léo et Léa vont à l'école. Ça ressemble beaucoup à monsieur et madame le duc. Léo et Léa ont comme vous des parents attentifs et bienveillants. Leur maman coud ou fait la cuisine pendant que leur papa lit. Léo joue avec des voitures. Ça, c'est la féministe qui a choisi le passage, évidemment. Léo joue avec des voitures pendant que Léa habille ses poupées. La vie de Léo et de Léa n'a plus de secret pour vous. Vous répétez les phrases avec votre mère. Léo et Léa vont à l'école. Papa lit. Maman coud. Vous ne songez même pas à demander pourquoi Léo vient avant Léa, même si le A précède le O dans l'ordre alphabétique, ni pourquoi maman ne lit jamais. C'est ainsi dans toutes les familles que vous connaissez, à commencer par la vôtre. Donc, tout commence bien gentiment avec un Léo qui joue aux voitures et une Léa qui joue à la poupée. Et puis, vous grandissez et vous vous rendez compte que tout n'est pas si simple dans ce monde-là. Et que si P-O-L-O, ça fait polo, dans la langue française, les choses sont plus compliquées. En gros, quand vous vous êtes mis à écrire, vous vous êtes dit que l'écriture n'était pas un long fleuve tranquille au Québec. Écrire en français au Québec, j'ai envie de dire, c'est plutôt le Saint-Laurent. C'est facile, je sais, mais bon. Oui. Non, l'écriture n'est jamais un fleuve tranquille, mais je crois qu'il y a des degrés dans l'intranquillité. J'aime beaucoup ce mot d'intranquillité. Je pense que, au Québec, on a un devoir de vigilance face au statut de la langue. Rien n'est jamais acquis. Donc, cette littérature que l'on fait en français, on veut qu'elle dure, on veut qu'elle soit lue. Il faut que le français ait un statut, garde son statut juridique important. Donc, et puis, sur cette question de Léo et Léa, moi, j'ai pris la parole comme femme c'est très tôt, et je pense qu'au Québec, on est très sensible aux questions de grammaire et à la féminisation des titres. Nous sommes parmi les premières à avoir proposé la notion d'écrivaine, les féminisations de tous des mots, des professions, des mots de métier. Le mot auteur, on l'utilise depuis 20 ans et l'Académie française nous dit maintenant qu'il faut dire autrice, mais enfin, je pense qu'on n'est pas obligé non plus. Alors, voilà, et je pense que tout ça, l'intranquillité, elle est partout, dans toutes les littératures, en littérature québécoise, mais écrire, c'est faire profession d'intranquillité. Mais je pense qu'il y a des degrés dans la littérature, dans une littérature qui est d'une communauté quand même assez restreinte, comme celle qu'il y a au Québec. Je pense que c'est le cas de toutes les littératures francophones qui se développent dans des
dans des contextes multilingues. Et donc, je pense que ce sont des littératures pour lesquelles rien n'est acquis de façon définitive. Et j'ai mieux cette notion d'intranquillité que celle de littérature mineure au sens de qu'on a donné qu'une minorité fait en langue majeure, ou au sens de littérature de... On pourrait dire aussi que ce sont des littératures de la fragilité. Et c'est peut-être ce qui fait leur prix, en fait. Je pense que... Et on est toujours partagé entre ce devoir de vigilance face au statut de la langue qu'on utilise dans nos livres, et en même temps, on sait très bien qu'écrire, c'est jamais défendre une langue, c'est autre chose, c'est un militantisme. Mais les années... Vous êtes d'accord avec Gaston Miron qui emploie le mot de acte militant? Oui, c'est-à-dire que c'est toujours un acte militant, mais l'acte était davantage militant dans les années 60-70, alors qu'on entendait le fameux manifeste de Michel Lalonde, Speak White, et qui représentait une situation. Et je pense que les choses ont beaucoup changé au Québec depuis. C'est plus tranquille? Oui, c'est plus tranquille, mais on n'est jamais dans la tranquillité, même si on a eu une révolution dite tranquille. Mais non, ce n'est jamais très tranquille, mais la situation par rapport à la langue, c'est jusqu'à un certain point, je n'aurais pas dire normalisée, mais en tout cas, je pense qu'elle reste toujours d'une certaine façon dans une certaine précarité, mais ce n'est plus le militantisme absolument... le militantisme extrême qu'ont dû faire les écrivains dans les années 60-70 pour que le français reste la langue de communication, la langue de l'État, etc. Et donc, finalement, ils ont eu gain de cause. Ces oui, écrivains-là... Oui. Ils ont fait, ils ont fait un devoir de suppléance par rapport aux autres discours sociaux, et leurs revendications ont été prises ensuite ont été prises en charge par différentes institutions, comme le Conseil de la langue, etc., et par l'État. Donc, l'écrivain a pu retourner à sa table d'écriture et à son invention de la langue, en fait. L'écrivain, il est toujours responsable par rapport à sa propre langue d'écriture. Et c'est ce qui est remarquable, parce que les écrivains ont fixé jusqu'à un certain point, ont créé la langue française, et maintenant, ce sont les écrivains francophones qui élargissent le spectre de la langue française et je pense qu'il n'y a plus... la langue française, elle est maintenant diversifiée. Et ça, c'est une grande richesse pour la langue française. Alors, c'est ce que j'ai appelé la fabrique de la langue. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces rapports langue et littérature. Et depuis Rabelais, les écrivains ont tenu un discours sur la langue. Ils l'ont utilisé de diverses façons, et je pense que la langue, maintenant, au Québec, c'est devenu un véritable espace de liberté. On n'a aucune contrainte dans l'exercice de cette langue-là, et on peut utiliser tous les niveaux de langue, on peut utiliser toutes les langues si on veut, quand on écrit. Je veux dire, je pense que l'écrivain est devenu entièrement maître du choix de sa langue ou de ses langues d'écriture. On a gagné cette liberté qui n'était pas la même dans les années 1960-70, parce qu'il fallait donc plutôt défendre. Une bonne nouvelle. On était dans le non-poème, selon l'expression de Gaston Miron. Oui, poème, il a écrit le poème et le non-poème. On était contre elle-même parce qu'elle était revendicatrice. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il fallait d'abord militer pour autre chose. Voilà. Merci. Alors, je me retourne vers Laurie Saint-Martin. Je vais aussi lire, non pas un passage, mais un best-of, une miscellanée de quelques phrases, en tout cas, par-ci, par-là. Donc, c'est pour qui tu te prends. J'ai peur de faire une catastrophe avec les feuillets, parce que comme j'ai imprimé tout le livre PDF, ça risque de tomber. Si j'ai changé de vie et de langue maternelle, c'était pour que ma mère ne puisse pas me lire. Si j'ai changé de vie et de langue maternelle, c'était pour pouvoir respirer alors que j'avais toujours étouffé. Je raconte ici l'histoire d'une femme qui a appris à respirer dans une autre langue, qui a plongé et refait surface ailleurs. Ma particularité est d'avoir 2 langues maternelles. Donc on repense
à Joséphine Bacon de ce matin, l'une apprise de la manière usuelle, l'autre acquise peu à peu, jeune fille et jeune adulte. Le français, ma langue d'amour, ma langue d'écriture. « Who do you think you are ?» demandait ma mère, accablée par la dureté de son aîné. « You're nobody special. » Si je me définis en moi-même et non pas par mes relations avec les autres, je réponds « je me prends pour une femme ». Je me prends pour une voyageuse, une écrivaine, une traductrice, une professeure d'université, une interprète de conférences, une amoureuse des langues et des livres. Je me prends avant tout pour une personne qui a 2 langues maternelles. J'ai compris à 10 ans que j'allais apprendre le français, devenir francophone, mon coup de foudre linguistique. J'y ai mis 1000 heures et 1000 heures encore et j'y suis arrivée. Je suis enfin arrivée quelque part. Le français que j'ai entendu parler pour la première fois à 10 ans est la langue de mon imagination, de mon souffle, la langue dont surgit mon écriture, mon ailleurs, mon ici, mon chez-moi. Alors voilà, maintenant, quand et comment s'est fait la bascule de cette langue étrangère qui est devenue une seconde langue maternelle? D'ailleurs, déjà l'expression seconde langue maternelle, c'est un peu bizarre, c'est pas courant. Et comment s'est fait la bascule? Je deviens écrivaine dans ma seconde langue maternelle. Et pas dans la première, jamais. Oui, quand j'étais adolescente, Oui. j'avais écrit des choses en anglais dont j'ai conservé un certain Mais nombre. le bilinguisme était en cours de route à ce moment-là. Il était en travail, c'est ça. Il était en gestation, si je peux dire. Et puis, certains de ces textes-là, je les ai d'ailleurs comme traduits ou refaits en français à un moment donné, peut-être quand j'avais 21 ans, 22 ans, comme ça. C'est vraiment à partir de là que je n'ai plus écrit qu'en français. Mais enfin, je pense que pour moi, cette question, dans un premier temps, s'exprimait comme un choix, comme un rejet de la langue anglaise et donc un aller vers, un rejet de mon milieu, même de moi-même, de qui j'étais. Je voulais vraiment mourir et renaître autre. Donc c'était très violent, c'était très dur. Je pense que je me voyais comme un phénix, mais le phénix doit mourir pour renaître. Il doit mourir et c'est très dur de mourir. Alors, il y a eu un moment de presque mort. Oui, il y a eu un moment de presque mort où j'étais très brouillée avec, pas exactement brouillée avec ma famille, mais d'une certaine façon brouillée avec ma langue, brouillée avec moi-même, etc. Et puis ça a beaucoup travaillé au fil des ans. J'ai eu un poste, j'ai fait mon doctorat sur la littérature québécoise, alors ça marque un autre tournant, bien entendu. Et bon, je suis le contraire de Madeleine. Moi, je suis avec un francophone depuis très longtemps. Et notre langue, la seule langue qu'on a parlé ensemble de toute notre vie conjugale, jusqu'à temps que notre premier enfant naisse, était le français. Et là, quand mon fils est né, ou quand j'étais enceinte, quand on a annoncé la nouvelle à mes parents, ma mère a été terrorisée. Elle m'a regardée avec une peur terrible dans les yeux. Et elle m'a dit, mais tu ne vas pas avoir un enfant avec qui je ne pourrais pas parler. Et j'ai dit, non, je t'ai assez fait de choses déjà, je ne te ferai pas ça. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé à parler anglais avec mon fils nouveau-né, dès que je l'ai vu naître. Et puis, ça a été le moment, enfin, tranquillement aussi, d'un grand apaisement et pas d'un retour vraiment vers l'anglais, mais d'une ouverture où, à ce moment-là, quand j'ai écrit le livre, j'ai parlé de 2 langues maternelles, mais avant, j'aurais dit, je n'ai plus l'anglais, c'est le français qui est ma langue maternelle. J'étais dans un rejet tel à un certain moment, et puis plus tard encore est venu un autre moment dans ma vie, un moment où ma sœur est morte, ma jeune sœur est morte à 44 ans, d'un cancer du sein. Et moi, je ne savais plus quoi faire de moi-même. Et la chose que j'ai fini par faire a été de partir à Buenos Aires. A été de repartir donc. Et à ce moment-là, j'avais déjà fait de l'espagnol, mais longtemps avant. Et là, je me suis plongée dans l'espagnol. Et là, je dirais que je suis une personne qui a 2 langues maternelles et une autre langue forte et qui aime ça, naviguer, nager, idéalement chaque jour, entre les 3. Et donc, je me suis rendu compte que dès que j'ai été chez moi, dans la langue française, d'une certaine façon, il a fallu que je reparte. Donc, je ne peux pas être tout à fait chez moi, nulle part,
et c'est en partie une souffrance et c'est en partie une grande, grande, grande liberté. C'est une souffrance choisie. Voilà. Et donc, pas du tout la même chose que la violence qu'on nous fait. Hein, voilà. Mais c'est beaucoup plus serein que ça l'a déjà été à n'importe quel autre moment de ma vie, c'est clair. Beaucoup plus apaisé. Écartèlement? Et Est-ce qu'il y a un écartèlement? un écartèlement, non. Non, moi, je ne vois pas ça comme un écartèlement. Moi, je vois ça comme une manière de m'étendre dans plusieurs directions et de bouger dans plusieurs directions et d'avoir plus de choses, plus de contacts, plus de livres que je peux lire, plus de gens avec qui je peux, avec qui je peux communiquer dans leur langue, etc. Et puis non, je vois ça comme une autre... non, une ouverture, c'est pas d'être la même personne dans deux langues. Pour moi, c'est d'être plusieurs personnes différentes un peu, hein, dans plusieurs langues. Et je pense que la plupart des gens qui sont réellement bilingues, je ne sais pas si Madeleine, tu es d'accord, tu nous diras, si on parle vraiment bien plus d'une langue, on sait qu'on n'est pas tout à fait la même personne dans une et dans l'autre. On n'est pas opposés, on n'est pas entièrement différents, mais on n'est pas entièrement pareil non plus. Et peut-être que différentes facettes de nous trouvent à vivre et à s'exprimer comme ça. Et dans le livre, je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation avec mes langues ou avec d'autres. Et la plupart d'entre eux vont dire, en effet, je ne suis pas la même personne dans ma langue A et B, etc. Et 2 personnes sur 50 peut-être vont vous dire, moi je suis la même personne quelle que soit la langue que je parle. Mais au c'est déjeuner vraiment du rare. fait qu'on n'a pas la même voix dans les, dans les différentes C'est langues. ça. On disait Voilà. ça On justement disait ça, en déjeunant, qu'on la- n'avait pas même le même rythme et la même tonalité La de même voix tonalité, quand on oui. passe d'une langue à l'autre. Donc oui, Ni même moi, la je même pense que ça nous tessiture, je dirais, change. oui, oui. Ça nous change. Absolument. Madeleine, compléter Ah oui, la confusion des langues, on va dire, ah, mais la confusion absolument, dans le mais- bon sens, mais- la fusion. j'ai aussi beaucoup aimé ce que Joséphine Bacon a dit ce matin quand elle disait j'essaie d'être Un seul dans deux une langues. seule personne dans deux langues. Mais moi, je dirais que j'ai adoré ça, j'ai adoré entendre ça, mais moi, j'ai l'impression, et sans doute que c'est la même chose pour toi, et je pense pour beaucoup de gens dans le monde actuel, je pense qu'on ne parle plus jamais dans une seule langue. Je pense qu'on n'écrit plus dans une seule langue non plus. C'est sûrement mon cas. La plupart des gens qui écrivent sont des gens qui ont un certain niveau d'instruction, donc qui habituellement ont la connaissance d'une deuxième langue. On voyage, on écoute les nouvelles, les actualités, en anglais, en français, peut-être en italien. Moi, j'ai étudié l'italien aussi et l'allemand. Mais pour ma part, je pense que on n'écrit plus dans une seule langue, on vit dans le choc des mots, dans le choc des images, dans certaines attractions et contaminations. Mais malgré tout ça, je continue à penser que le français, tout comme le Québec d'ailleurs, le lieu d'où je viens, ça reste, comme je le disais dans mon discours de réception à l'Académie, ça reste ma nappe aquifère profonde. C'est quand même, il y a quelque chose là, bien que je pense qu'on n'écrit pas depuis on n'écrit plus depuis notre lieu d'origine. Moi, je peux vous dire que à New York, quand j'écris, c'est comme si je voyais la maison de mon enfance avec mes yeux de New-Yorkaise et comme si je voyais mon appartement de Soho avec mes yeux d'enfant. On est dans la simultanéité, une espèce de synchronicité, là, une simultanéité de tous nos âges. Et aussi des langages. Mais je disais tout à l'heure que le décentrement ou le contact avec, ou le contact, le choc, et parfois les échanges, les croisements de langues peuvent être très féconds. Si je peux me permettre un petit exemple d'écriture, en écrivant justement Skate Park, il y a une scène où
mon personnage, qui est à la recherche de ce petit garçon, le petit Chaliou, va dans une bibliothèque parce que le petit garçon, dans son sac à dos qu'il a oublié dans le métro, avait une carte de bibliothèque aux choses rares. Alors, elle est allée dans cette bibliothèque-là et elle en ressort et elle voit, et la bibliothèque est sur une colline, une légère colline. Et les enfants du quartier en question vont là, après l'école, ils ne peuvent pas aller chez eux. Donc, ils se retrouvent souvent à la bibliothèque et elle les voit sortir en groupe, un petit groupe d'écoliers qui descendent, qui dévalent la colline. Et moi, je cherchais une image pour décrire ce mouvement qui était comme un mouvement uniforme. Et j'ai pensé à A School of Fish. A School of Fish, parce que j'étais des écoliers, tout ça, et je me suis mise à écrire comme une école. Et là, j'ai fait, ben non, c'est un banc de poissons. On dit un school of fish en français, c'est un banc de poissons. Mais donc, cette image, parce que j'ai pensé tout à coup en anglais, ça m'a amené à une image que j'aimais beaucoup. Et puis, alors, il y a ça, je pense dans les deux langues constamment. Je ne suis pas la même dans une langue et dans l'autre, mais je sais que, par exemple, dans La Femme furieuse, à partir de La Femme furieuse, à partir de mon 4e roman, mes 2 derniers romans, Femme furieuse et Skate Park, sont des romans où les lieux sont hybrides, mais aussi où il y a, par exemple, le choix des noms des personnages. Est-ce qu'il va s'appeler Rousseau ou Roswell? Il s'est appelé Roswell. Est-ce qu'il va s'appeler Olivier ou Oleg? Il s'est appelé Oleg. Ce genre, il y a ça, il y a cette. J'ai l'impression qu'en vivant à New York, je vis, et comme dans toutes les grandes villes d'ailleurs, on peut être à Rome, on peut être à Paris, on peut être à Madrid, on vit dans le présent du monde, et c'est un présent multiculturel. D'où le passage que j'ai choisi tout à l'heure, qui est très représentatif. Et puis je pense qu'à la fin de ce petit passage-là, il y a une transcription presque phonétique des sons qu'elle entend en portugais. Mais je dirais... Frédéric me fait des signes. Oh, OK. Ben, je parlais juste d'introduire le mot multicentre, parce que ce que tu disais tout à l'heure m'a évoqué ça. Et moi, c'est comme si j'avais plusieurs centres. Moi, je voulais juste ajouter Pardon? Un mot. Oui, moi, je voulais juste ajouter que Montréal, même à Montréal et au Québec, même si on s'intéresse évidemment et on défend, il y a une défense du français, une vigilance par rapport au français, mais nous vivons dans des contextes multilingues, toutes les langues, elles sont représentées à Montréal et pas seulement l'anglais, donc il y a vraiment une présence de toutes les langues aussi. C'est une ville multilingue, Montréal, et pas seulement anglophone, ou c'est normalement une ville officiellement avec un statut de ville francophone, mais avec une forte présence d'anglais. Donc, toutes les langues sont présentes, et je voulais juste souligner ma fierté de savoir qu'à l'Université de Montréal, qui est mon université, on enseigne les langues autochtones. Alors, il y a une présence de plus en plus grande des langues autochtones, notamment dans les maisons d'édition qui publient des textes bilingues. Et voilà. Alors, c'est quand même notre défense du français est une défense institutionnelle qui n'est absolument pas étatique, mais qui n'empêche pas le multilinguisme à plusieurs échelles. C'est dynamique. Laurie, un petit mot, juste un petit mot. Juste un petit mot. Sinon, Frédéric va couper le son. Oui, il va nous couper le son. Bon, je voulais juste dire, mon livre était un bébé de la pandémie. Il est sorti 15 jours avant le confinement et ça a été très triste, mais que beaucoup de gens m'ont écrit pour dire une chose qui m'a beaucoup surprise, parce que moi, je pensais que c'était une histoire tellement bizarre et marginale. Et alors, des gens que je ne connaissais pas du tout m'ont écrit, c'est mon histoire. C'est l'histoire de classe, l'histoire de langue, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, parce qu'il me semble que par la langue, que ce soit une ou plusieurs, ou par cette danse, je dirais, par la musique, par la danse des langues, on se rejoint énormément. Et ça a été un plaisir d'être avec vous et de danser sur les langues avec vous.
Pour moi aussi, plaisir tout à fait partagé. Merci infiniment de votre présence, de votre écoute. C'est un grand bonheur d'être ici. Merci d'avoir résisté jusqu'au bout. Bravo. À l'année prochaine.